Bon, j'espère que depuis la dernière fois, le cours de CM avec Sophie Poro-Delpech s'est bien passé. Dans cette vidéo, vous trouverez le deuxième cours, qui sera lui aussi remplacé, euh, de mon TD, Sciences sociales et découvertes. Voilà, il est consacré, comme vous le verrez dans un instant, à un texte d'Émile Durkheim qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Bonne vidéo, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce second cours en podcast d'introduction donc à la sociologie, le TD du CM intitulé Sciences sociales découvertes. J'ai grand hâte de vous rencontrer la semaine prochaine, le 29, mais enfin aujourd'hui on va faire comme ça. Voilà. Alors, je voudrais qu'on travaille aujourd'hui ensemble sur un court extrait que vous avez dans votre manuel d'un texte d'Émile Durkheim qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Donc, voilà, les formes élémentaires de la vie religieuse. Le texte en question, c'est le deuxième chapitre, en quelque sorte, du propos introductif qui s'appelle « Objet de la recherche ». Donc vous prenez l'ouvrage « Objet de la recherche », faites 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et apparaît ici le second chapitre, que dans votre manuel, en revanche, vous trouverez immédiatement comme ça commence directement là, c'est très bien, c'est pratique. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Bon. C'est un drôle de texte, extrêmement intéressant, prudent, et en même temps d'une ambition assez déroutante pour quelqu'un qui commence les sciences sociales, quelle que soit sa passion ou sa destination personnelle, parce que en travaillant sur les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est-à-dire pour lui les formes les plus simples, celles qu'on découvre dans des sociétés qu'il appellera primitives avec beaucoup de précautions, primitives en ce sens que ce sont les plus anciennes, elles sont en quelque sorte périmées, d'après lui, c'est toujours ces termes, hein, et surtout, en étant les plus simples, on n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour les expliquer. Bon, il est extrêmement précautionneux parce que il est en train de renoncer progressivement à une manière de penser qu'il a, qui est de son siècle. Émile Durkheim, en 1912, pense un peu comme tout le monde, encore, qu'il y a une évolution et un progrès dans les sociétés. Comme je vous l'ai dit dans la séance précédente, la notion de progrès est une pré-notion en sociologie. Rien ne prouve qu'une société est meilleure sociologiquement parlant qu'une autre. Donc on n'a pas cette notion de progrès. En revanche, il essaie de trouver les plus simples, les formes les plus simples, parce que, dit-il, en identifiant ces éléments, ces atomes de la vie sociale, on pourra penser la société contemporaine. Et donc, il va étudier les formes de totémisme, d'animisme, c'est-à-dire le fait de mettre de l'âme dans les objets et dans les choses de la nature, dans des sociétés aborigènes australiennes essentiellement. Dans l'ouvrage d'ailleurs, Formes élémentaires de la vie religieuse, commence par une très belle carte de l'Australie que vous voyez ici. Bon, alors, pourquoi je dis que c'est intéressant pour chacun d'entre vous, quelle que soit sa vocation, sa destination, son étude? Eh bien parce qu'à travers cette histoire des religions, et voilà, le totémisme, le polythéisme, le monothéisme, il arrive finalement à la philosophie, à la science moderne, à la rationalité contemporaine, parce que ce qui l'intéresse, c'est moins les formes religieuses, les objets du culte, bien sûr il en parle, mais c'est moins cela qui l'intéresse, plutôt que la formation de l'esprit humain. Je reviendrai sur ce texte et sur les phrases en particulier où il exprime cela tout à l'heure, mais gardons ça dès le départ. Il s'agit de comprendre la formation de l'esprit humain. Et alors il ne s'agit pas de voir comment est-ce qu'à travers les âges,
il est devenu meilleur. Non, non. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on apprend à penser socialement. Comment est-ce que socialement on élabore des manières de penser. Et là, il ne s'agit pas de penser, de concevoir ce que l'on pense, mais bien comment on pense. Quelles sont les catégories élémentaires de la pensée, comment elles se sont formées, à quoi elles correspondent, comment est-ce qu'on peut les comprendre, dans quel rapport de causalité on peut les inscrire. Ce qui fait que le philosophe, par exemple, se trouve brutalement confronté à un détournement de la notion de catégorie de l'esprit et de catégorie de l'entendement. Ce ne sont pas des catégories universelles. Les catégories de la pensée se construisent socialement et localement. L'historien ou l'anthropologue peut être intéressé par la façon dont effectivement les sociétés apprennent à penser consciemment ou inconsciemment et par exemple quel est leur rapport au temps, à l'historicité. On y reviendra tout à l'heure aussi. Un juriste peut être intéressé notamment parce que il va être confronté à la façon dont le droit, sur l'histoire longue, influence et est influencé par la façon dont une société organise le pensable. Par exemple, la notion de personne, la notion de sujet juridique, la notion de moi, la notion de responsabilité individuelle qu'on distinguera d'une responsabilité collective. Ce sont pour nous des éléments acquis, évidents. Il n'y a pas de punition collective qui soit valable juridiquement, là où, en revanche, par exemple, dans le droit franc, avant qu'il soit en quelque sorte fortement influencé par le droit romain, la notion de vengeance collective, par exemple, mon cousin a tué ton cousin, eh bien tu peux me tuer, puisque je suis collectivement responsable, aussi bien dans mon corps que dans mon esprit, du grief qui t'a été causé, dans ton corps et dans ton esprit, compris comme une collectivité, comme un corps multiple. Bien. On pourrait avancer, on pourrait notamment taquiner un peu les économistes, s'il y en a dans le public, en leur disant par exemple que travailler comme ça sur la genèse des manières de penser, sur la genèse de ce qui nous paraît être le socle incontestable à partir duquel on peut commencer à se singulariser, bah évidemment on serait amené à remettre en question la façon dont se sont formées les notions d'intérêt, de crédit, de monnaie, la façon dont se sont construites plutôt récemment d'ailleurs les postures de l'économie orthodoxe qui s'affirment aujourd'hui comme des choses absolument incontestables. Je prends un dernier exemple dans l'histoire de l'art. On est tout à fait conscient que les goûts, les couleurs, n'est-ce pas, changent avec les époques et d'une société à l'autre. Ce dont on est parfois moins conscient, et c'est de ça dont on va s'occuper dans cet ouvrage, Les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est que cette conception du goût s'appuie sur une structure fondamentale qui, elle, n'est jamais mise en cause et qui est ce rapport au goût et aux couleurs. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, c'est très personnel, etc. Ça n'est pas un construit social. Cette idée que chacun est libre, dans un rapport presque spontané, spontané individuellement ou collectivement d'ailleurs, d'apprécier ceci ou cela, et que ce n'est pas un construit social qui implique des rapports de domination, ou que ce n'est pas un aspect traditionnel qui implique le respect d'un ordre, etc., c'est une manière de penser extrêmement singulière, et c'est un construit social. Bon. Alors, quand je vous parle des formes élémentaires de la vie religieuse, on parle d'un texte relativement tardif d'Émile Durkheim. Pour mémoire, les règles de la méthode sociologique, c'est 1895. La division du travail, la division sociale du travail, c'est 97.
Le cours sur le socialisme, c'est la division du travail social, c'est 93, et le socialisme, c'est 1893. Là, on se situe en 1912. Donc c'est effectivement quelque chose de tardif. Pour rappel, Durkheim est né en 1858, donc ça nous fait 42 ans en 1900, et donc 50, je dis pas de bêtises, 54 ans en 1912 en gros. Donc c'est un homme qui a déjà largement installé la discipline sociologique telle qu'il la voit en France, et qui assouplit ses positions, et notamment il s'associe pour la rédaction de cet ouvrage beaucoup avec son neveu Marcel Mauss, qui va l'influencer, notamment à pratiquer une sociologie, pardonnez-moi, comparative, c'est-à-dire que on compare des époques, mais surtout on les compare sans imaginer que telle époque, telle société, telle manière de penser est meilleure qu'une autre. Il y a un passage dans les tout premiers paragraphes des formes élémentaires de la vie religieuse, où Durkheim dit quelque chose d'extrêmement frappant, extrêmement beau, par rapport à toutes les petites guéguerres actuelles au sujet des religions. Il dit « Il n'y a donc pas, au fond, de religion qui soit fausse. » Écoutez bien. Il n'y a donc pas, au fond, de religion qui soit fausse. Toutes sont vraies à leur façon. Ça devrait être le titre de la vidéo. Il n'y a donc pas, au fond, de religion qui soit fausse. Toutes sont vraies à leur façon. Toutes répondent, quoique de manière différente, à des conditions données de l'existence humaine. Alors ensuite, il dit bien sûr, il y en a des plus raffinées, il y en a des plus ci, il y en a des plus cela. On peut en goûter plus une qu'une autre, etc. Mais dans le fond, elles sont toutes vraies en ce sens qu'elles sont toutes une certaine traduction d'une expérience humaine. En d'autres termes, il n'y a pas de religion qui ne soit pas sincère. Mais en ce sens, quand il dit, il ne le dit pas d'ailleurs, mais quand j'utilise le mot sincère, je ne veux pas dire par là que les personnes qui organisent le culte, ou qui écrivent le texte, ou qui recueillent la parole divine, sont plus ou moins sincères. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'on doit considérer la religion comme un fait social, comme une production immédiate de la vie sociale, et par conséquent, quand on lit « toutes répondent, quoique de manière différente, à des conditions données de l'existence humaine », il dit « en réalité, toute société a sa religion. Et la religion, c'est d'abord un culte que la société se voue à elle-même. » Retenez bien cette phrase-là. La religion est toujours un culte que la société se voue à elle-même. C'est-à-dire à l'ensemble de ses règles, de ses normes, de ses interdits, de ce qu'elle désire placer dans un registre du sacré, mais aussi, essentiellement, comme une communion autour de ce qui forme l'identité, comme une communion autour de symboles, c'est-à-dire d'objets de reconnaissance réciproque. Par conséquent, si on considère la religion comme un fait social et non comme un don divin, alors effectivement, elles sont toutes vraies en ce sens qu'elles correspondent toutes à la traduction, l'interprétation d'une réalité sociale vécue. C'est une lecture plus ou moins poétique du monde. Et c'est à partir de là, peut-être, qu'on peut comprendre, en tant que sociologue, le mot « croire », c'est-à-dire le geste d'adhésion, non pas à un recueil poétique, mais à une cosmogonie, à une intellection du monde, à une interprétation du monde, à une communion. Bien. On dit d'ailleurs admis à la communion. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses dans ce court propos introductif. Pour le clore, simplement le plan du cours. Dans une première partie, on va travailler spécifiquement sur les catégories de l'entendement humain. Dans une seconde partie, je vous ferai le récit
qui sera complété dans un cours de rattrapage d'ailleurs, le récit que nous fait Durkheim de la naissance de la religion. Et enfin, ce sera une surprise bucolique, je vous proposerai une joie sociologique de la semaine pour mettre un terme à ce cours podcast. J'espère que ça dérange personne que je fume ma cigarette électronique. Bien. Alors, retournons à notre texte. Cette seconde partie du texte d'ouverture des formes élémentaires de la vie religieuse commence ainsi. Mais notre recherche n'intéresse pas seulement la science des religions. Toute religion, en effet, a un côté par où elle dépasse le cercle des idées proprement religieuses, et par là l'étude des phénomènes religieux fournit un moyen de renouveler des problèmes qui jusqu'à présent n'ont été débattus qu'entre philosophes. On sait depuis longtemps que les premiers systèmes de représentation que l'homme s'est fait du monde et de lui-même sont d'origine religieuse. Il n'est pas de religion qui ne soit une cosmologie en même temps qu'une spéculation sur le divin, c'est-à-dire en même temps que on dit quelque chose de la divinité, des dieux, du Dieu, on parle en même temps essentiellement, on livre par ailleurs une interprétation du monde. On raconte la genèse du monde. À travers ça, on va interpréter ce que c'est que le temps, comment le temps passe, dans quelle époque vit-on, etc. Mais ce qui a été moins remarqué, c'est qu'elle ne s'est pas bornée à enrichir d'un certain nombre d'idées un esprit humain préalablement formé, elle a contribué à le former lui-même. Les hommes ne lui ont pas dû seulement pour une part notable la matière de leurs connaissances, mais aussi la forme suivant laquelle ces connaissances sont élaborées. En d'autres termes, dans la formation des religions, dans cet exercice d'interprétation du monde et de la vie sociale, se sont créés, et se sont recréés, et se sont transformés, et se transforment sans cesse, les catégories élémentaires de l'entendement humain. Je reprends le texte. Il existe à la racine de nos jugements un certain nombre de notions essentielles qui dominent toute notre vie intellectuelle. Ce sont celles que les philosophes depuis Aristote appellent les catégories de l'entendement. Les notions de temps, d'espace, de genre, de nombre, de cause, de substance, de personnalité, etc. Elles correspondent aux propriétés les plus universelles des choses. Elles sont comme les cadres solides qui enserrent la pensée. Celle-ci ne paraît pas pouvoir s'en affranchir sans se détruire, car il ne semble pas que nous puissions penser des objets qui ne soient pas dans le temps ou dans l'espace, qui ne soient pas nombrables, etc. Ce que Durkheim, et plus tard Mauss d'ailleurs dans un très joli texte qui s'appelle La notion de personne, celle de moi, sur une catégorie de l'entendement humain, la notion de personne, celle de moi, 1950, dans le recueil Sociologie et Anthropologie, au PUF. Pardonnez-moi. Ce que Durkheim va essayer de faire dans cet ouvrage, effectivement, c'est d'explorer la manière dont ces structures élémentaires et qui nous paraissent inévitables de la pensée humaine évoluent, sont formées par et pour une vie sociale, la plupart du temps inconsciente, ne sont pas remis en cause en tant que tels. Et de là, évidemment, il essaye de montrer comment cet exercice a été primitivement réalisé dans une vie religieuse, c'est-à-dire la vie religieuse, ça n'est rien d'autre que l'activité réflexive d'une société sur elle-même, que le travail qu'une société produit sur elle-même, à travers quelque chose comme une communion sociale, qui peut s'apparenter à une fête, à une célébration de la célébration, etc., etc. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais commencer par interroger un certain nombre de catégories qui forment le socle de l'incertitude. Alors évidemment, la plus facile, on va commencer par l'espace-temps. Le temps d'abord. Nous pensons aujourd'hui dans un cadre d'un temps linéaire,
qui va d'un point A à un point inconnu, mais qui sera probablement la fin du temps. Et même lorsqu'on pense la cosmogonie, c'est-à-dire la naissance et la vie du monde commun, on va penser à partir d'un Big Bang, et puis à partir de là, un déploiement de matière, un déploiement de systèmes solaires, à l'intérieur du système solaire, le déploiement d'une vie sur la Terre, etc. Et puis toute une histoire. Bon. Remarquez que ça peut être le premier jour, le deuxième jour, le septième jour, etc., jusqu'à la fin des temps, peu importe le modèle que l'on prenne, on admet ce modèle de commencement et de fin. Les Grecs, par exemple, de l'âge antique, avaient une conception plus riche du temps. Ils considéraient qu'il y avait au moins 3 temps. Ce temps linéaire, le temps historique en quelque sorte, le moins important. Le temps cyclique, c'est-à-dire celui qui est un temps divin dans lequel eh bien, on va vers un âge de plus en plus corrompu, où les hommes sont de plus en plus petits, de moins en moins héroïques, de plus en plus pourris. Et puis on va revenir à un temps où on va reprendre en verdeur, en beauté, en force et redevenir quasiment des dieux. Un temps cyclique comme ça. Et puis il y a un troisième temps qui est un temps du kairos, un temps du surgissement, par exemple, lorsque 2 ordres se rencontrent, lorsque l'ordre divin rentre dans l'ordre humain, il se produit comme une faille. Bon, vous pourriez étudier, je crois que c'est un article de Françoise Héritier dans l'Identité en 1976, cet article où elle décrit au Burkina Faso la population Samo qui est persuadée que, alors ça, c'est rigolo pour l'espace et le temps à la fois, elle pense que, voilà, alors on vit, puis on meurt, là on se décompose, on va dans un second village et on se recompose. On vit une deuxième vie, on meurt. Les éléments se décomposent, ils se récomposent pour une troisième et dernière vie. À la fin, ils essaient de se recomposer, mais ça marche pas et fou, on est définitivement mort. Ces mondes sont superposés. Quelqu'un dans son premier monde, dans sa première vie, peut parler à ce qu'il sera dans sa deuxième vie en allant dans son hôtel, ce qui signifie que le temps futur se déroule en même temps que le temps présent, et que, en parlant dans un petit hôtel qui est fait d'un trou dans l'eau dans lequel on aura mis des offrandes, on peut s'adresser au futur. Vous voyez là comment les notions d'espace sont déformées. Pour vous renvoyer à la notion d'espace déformé, prenez quelque chose d'extrêmement simple. Quand vous voyez le soleil, la plupart d'entre vous, vous allez penser que la Terre tourne autour du soleil, quand bien même vous n'y croiriez pas, que vous seriez un complotiste qui pense que ceci ou cela, il y a de fortes chances pour que vous pensiez encore que la Terre est ronde. Mais il y a des gens, faites la recherche sur Internet, vous serez ébouriffés, ou peut-être que vous en êtes, qui pensent que la Terre est plate. Un disque plat, comme ça, avec des jeux de disques plats aussi, pour faire défiler les étoiles autour de la Terre. Ça paraît comique, et pourtant, il y a un certain nombre de gens qui... Pour mesurer à quel point l'idée que la Terre est ronde, bien qu'on ne vous l'ait jamais démontré, fonde votre pensée du monde et de l'espace, imaginez simplement comme il vous serait difficile de prendre au sérieux et de discuter un temps conséquent avec quelqu'un persuadé que la Terre est plate. Et qui vous dirait, mais non, la Terre, elle est plate. Voilà. Bon. Et quand on va au bord, après on tombe. Non. Bref. C'est l'analogie avec le disque monde de Terry Pratchett qui serait assez rigolote à faire. Bien. Alors, il serait envisageable aussi de voir comment cette notion d'espace-temps a été prodigieusement modifiée, par exemple, par notre usage de l'Internet. Quand on fait une recherche, on n'imagine pas que notre action, c'est-à-dire notre demande, notre requête, qui se traduit par l'envoi d'une information, c'est-à-dire d'une petite phrase numérique codée, un ensemble de 1 et 2, enfin de 0 et de 1, très court, va faire le tour du monde avant de revenir, dans un temps infinitésimal. Bien. Alors, vous voyez, par exemple, est-ce qu'on peut être à 2 endroits en même temps ? Est-ce que les espaces peuvent être superposés ? Est-ce que l'espace répond à des lois physiques ou à des lois divines ? Qu'est-ce que la gravité ?
etc., etc., etc. Qu'est-ce que le ciel au-dessus de nous? Toutes ces questions qui forment pourtant quelque chose d'assez élémentaire, ou évidemment le temps, on vient d'en parler, ce sont des choses qui peuvent évoluer d'une société à l'autre. De nombreuses sociétés utilisent par exemple un retour récurrent au temps primordial, au temps de la fondation de la cité. Donc on va rituellement reproduire l'action qui a fondé la cité. On en retrouve quelques traces dans notre société contemporaine. Eh bien, lorsque une société, par exemple, reconstruit le désordre primitif face auquel la première royauté s'est imposée et a légitimé son ordre dans une alliance avec telle ou telle divinité, elle ne fait pas semblant de vivre ce temps, elle ne le joue pas, elle le restaure. Elle se replace dans ce temps-là. Bien. Alors, prenons d'autres catégories. Je vous propose par exemple de considérer bêtement la catégorie de race. Elle est d'un usage absolument naturel pour les anglo-saxons. Elle est d'un usage extrêmement difficile en France. Ça va évidemment modifier toute notre perception des politiques publiques, de l'action qu'on va pouvoir faire pour mesurer statistiquement tel ou tel type de discrimination, de la façon dont on va aborder des catégories d'identité, etc. On pourrait d'ailleurs déduire de cela que le travail qui se fait sur l'usage des mots est lui-même un travail permanent qu'une société fait sur elle-même pour modifier ce qu'on pourrait appeler les catégories élémentaires de la pensée. Alors, je vous prends encore un ou deux exemples et on quittera cette question-là. Le genre, puisque si on reprend le texte de Durkheim, c'est une des notions élémentaires qu'il nous cite. Alors, vous savez ce que ça recouvre aujourd'hui, le genre? Au passage, Durkheim écrit encore en son temps des propos qui seraient aujourd'hui qualifiés d'abominablement machistes, mais enfin, il dit notamment que les femmes ont un plus petit cerveau, par conséquent elles ont des tâches moins intéressantes à faire, mais c'est pire en Chine où le ratio est différent. Enfin bref, on est encore dans des théories mal dégrossies et racistes et sexistes. Mais enfin, peu importe. Ce qui nous importe dans le pas qui est fait dans la pensée ici, c'est comment est-ce qu'on pense la formation des catégories élémentaires de l'entendement humain, et donc comment est-ce qu'on habilite une discipline, ou un ensemble de disciplines, on pourrait dire les sciences humaines en général, à questionner jusqu'aux cadres les plus discrets, les plus impensés, les plus intégrés de la pensée humaine. Bien. Alors, le genre. Alors, c'est sympa parce que ça bouge beaucoup. On pourrait dire que dans la France, quand je suis né, en gros, il y avait deux genres. Il y avait les hommes et les femmes. Comme Simone de Beauvoir était déjà passée par là, on était déjà très à l'aise avec la notion de genre, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne naît pas femme, on le devient, mais plus profondément que cela, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'essence de la femme, il n'y a pas d'essence de l'homme, à partir desquels on pourrait leur attribuer des tâches. Lorsque, par exemple, Éric Zemmour récemment dit il y a un rapport essentiel entre le pouvoir et la virilité, entre l'exercice du pouvoir et la virilité, et par conséquent, dans les sociétés occidentales, il convient que le pouvoir soit exercé par des hommes. Si c'est par des femmes, c'est pas grave, mais quand même, il vaut mieux que ce soit par des hommes, parce qu'il y a ce lien essentiel, et que l'homme est essentiellement viril et que la femme non. On commence, par exemple, moi je pars des années 80 où je suis né, à savoir qu'en gros, non, il n'y a pas d'essence de l'homme, pas d'essence de la femme. En tout cas, c'est plutôt ça qui fait partie du sens commun dans les sciences du genre, dans les gender studies, sur ces questions-là. Au moins, celui qui est essentialiste, il sait qu'il est essentialiste, c'est-à-dire qu'il prend position dans un champ polémique en affirmant qu'il y a une essence de la femme, sachant très bien que d'autres prétendent qu'il n'y en a pas. Alors,
ça s'est affiné. Alors, on est devenu non seulement homme, femme, transgenre, et puis il y a eu un mouvement qui a profondément fait bouger les lignes au terme mais c'est encore en cours, hein, au terme de lutte politique. Si on prend le cas le plus intéressant, parce que c'est le plus poussé peut-être, il y a un mouvement aux États-Unis qui veut que le groupe LGBT devienne le groupe LGBTQIA. Alors, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexuel, c'est-à-dire hermaphrodite, et asexuel. Donc, on rajoute aux catégories homme hétérosexuel, femme hétérosexuelle, trans, la catégorie des hermaphrodites. Je me suis récemment fait taper sur les doigts par quelqu'un qui a des grandes connaissances militantes sur le sujet des discriminations sexuelles et qui me disait qu'il fallait encore distinguer 5 types de rapport à l'intersexualité, donc à l'hermaphrodisme. C'est pour ça qu'il fallait mieux dire intersexuel plutôt qu'hermaphrodite. Enfin, c'est difficile de se tenir à la page. Et donc, là vous voyez que dès lors qu'il faut se situer dans un champ en ayant admis ces catégories-là, on n'a plus affaire à deux, mais on a affaire à LGBTQIA, mâle hétérosexuel, femelle hétérosexuelle, il y en aurait peut-être plein d'autres. C'est-à-dire que l'identité sexuelle est divisée. Et c'est très intéressant parce que on mélange tout. On mélange aussi bien des notions de genre, un homme ou une femme hétérosexuelle peuvent se reconnaître comme étant formé homme, formé femme, devenu homme, devenu femme en fonction des cadres sociaux, si on reprend la phrase de Simone de Beauvoir. Mais on met aussi des critères génitaux. Celui qui est hermaphrodite, intersexuel, celui qui est femme, celui qui est homme et celui qui devient trans, on fait référence à des critères génitaux innés ou acquis. On fait aussi référence, et là on va rentrer dans des polémiques, à des choses qui sont vues comme... alors on retourne la phrase de Beauvoir, vous allez voir, à des choses qui sont perçues comme innées ou acquises dans un champ polémique. Par exemple, suis-je queer ou homosexuel, gay ou lesbien, de naissance, ou est-ce un goût? C'est pas évident ça. C'est pas évident. Il y a des gens extrêmement homophobes qui disent que c'est génétique et que c'est une espèce de dégénérescence qui touche 4% des populations. Il y a des homosexuels qui disent que c'est génétique et qu'il y a toujours dans toute société humaine 4% de population homosexuelle. Il y a, vous voyez, inversement, il y a des gens qui disent mais pas du tout, c'est un choix, c'est un goût, et d'ailleurs c'est pas inclusif ou exclusif, c'est pas exclusif, pardonnez-moi, je peux tout à fait être gay un jour, hétéro un autre jour, queer, bi, trans, etc., enfin, selon mon goût. Donc, on rentre dans un champ polémique, ce qui nous dit au moins deux choses. L'identité de genre est devenue plus complexe, ça c'est une première chose, mais en plus d'être devenue plus complexe, l'identité de genre est devenue un sujet en polémique. C'est pas un sujet polémique, c'est un sujet qui est en travail. C'est pas un sujet qui est contraignant, contrariant, etc. Non, c'est un sujet qui est instable. Il est contrariant, il est contraignant, tout ce que vous voulez, mais surtout, il peut servir de guide, de machin, surtout, c'est un domaine du social qui est en crise, qui est instable, qui bouge. Donc non seulement on a une complexité qui est nouvelle, mais encore cette complexité est instable. On ne sait pas encore très bien faire avec. Alors, juste par goût, et parce qu'on est bien lancé et que de toute façon vous pouvez toujours avancer sur les vidéos si vous êtes là, je voudrais ajouter une dernière catégorie élémentaire
de la pensée qui n'est pas une catégorie religieuse, mais qui est bien au contraire une catégorie vraiment scientifique, et qui me semble devoir être dénoncée comme catégorie de l'entendement, et d'ailleurs comme catégorie sociale de l'entendement, et non pas comme évidence scientifique. Il s'agit de la recherche systématique du rapport de causalité. Vous verrez d'ailleurs quand on se rencontrera, c'est-à-dire la semaine prochaine, et peut-être pas la semaine prochaine et lors de d'autres sessions, que j'ai une détestation immodérée des théories complotistes et qu'elles ont un rapport à la causalité que je me ferai sûrement le plaisir une ou deux fois dans des joies sociologiques de démonter un peu. Alors, le rapport de causalité. Lorsque Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique, parle de rapport de causalité, il demande pour la sociologie le droit de rechercher des rapports de cause à effet dans des phénomènes sociaux. Il dit voilà, je vous donne mon objet ce sont les faits sociaux, et je veux que vous m'accordiez le droit, la légitimité de rechercher des rapports de cause à effet, des variations concomitantes, mais aussi des rapports de cause à effet entre les faits sociaux. Donc, je vous demande de me permettre d'accéder, parce que je suis capable d'identifier les causes et les effets, d'atteindre à une science explicative et non pas seulement compréhensive. Je n'ai pas une interprétation du monde social, j'ai une vraie compréhension. Je suis capable d'identifier des rapports de cause à effet. Je ne suis pas dans les sciences de l'esprit, les sciences de l'interprétation. Je suis dans des sciences de la nature. Je suis une science particulière de la nature, voilà. Au lieu d'être la biologie, je suis la sociologie, c'est-à-dire que mon objet, ma chose, c'est les faits sociaux, et j'établis des lois naturelles entre elles par l'identification de rapports de causalité. Bon. Là, on a le jeu classique scientifique de la notion de causalité. Celle qui m'intéresse, moi, c'est celle qui sera utilisée plutôt dans nos discussions de tous les jours, au restaurant, au bistrot, dans la famille, à table, dans les médias, dans les articles de journaux. C'est-à-dire que il n'y a rien qu'on puisse laisser tranquillement inexpliqué. Tout doit pouvoir avoir une explication. Et tant que quelque chose n'est pas démontré scientifiquement, avec un rapport sûr de cause à effet, alors on pourra le contester. On ne peut pas admettre de réponse du genre « c'est comme ça ». On ne peut pas admettre du genre c'est les mystères de Dieu qui sont impénétrables. On ne peut pas admettre une explication du genre non seulement on ne sait pas, mais on ne saura jamais parce que c'est interdit de savoir. Alors c'est un comportement, enfin c'est quelque chose qui donne aux enfants occidentaux cette fameuse manie très drôle de dire tout le temps et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, jusqu'à épuiser les parents qui finissent par dire parce que... en réalité, c'est eux qui les ont formés à dire pourquoi. C'est eux qui les ont formés à dire pourquoi dans la multiplication d'explications qu'on peut donner à toute chose. C'est une... Alors, j'ai pas le bon terme, j'allais dire inappétence, une non-disposition, une indisposition, une non-disposition au tâtonnement, au doute, à l'ignorance choisie, à l'ignorance imposée. Je vais vous donner un exemple très simple qui permettra d'illustrer cette catégorie, qu'on pourrait appeler de la certitude, mais enfin que j'ai abordé par le biais des rapports de cause à conséquence. On pourrait appeler conséquentialisme aussi, mais le conséquentialisme, c'est un mouvement en éthique qui implique de penser que on ne s'intéresse pas à la nature bonne ou mauvaise d'un acte, mais à l'impact de l'acte et à ses conséquences pour juger de sa qualité. Donc, restons sur cette affaire de causalité. Face à des personnes... j'ai souvent dans mon travail de sociologue la possibilité d'observer des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer
et qui sont prises en charge dans des établissements, dans des familles. Dans les établissements, comme dans les familles d'ailleurs, j'observe sans cesse de la part des aidants professionnels, des soignants, ou des femmes de ménage, ou des hommes de ménage, ou des familles, des réactions un peu bizarres qui consistent à expliquer l'action qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, il y a un vieux qui fait ça à chaque fois qu'on va le mettre à la douche, et l'explication c'est « Ah, il fait ça parce qu'il a peur de tomber en arrière. » Donc il met ses mains en avant parce qu'il a peur de tomber en arrière, c'est parfaitement rationnel. Je rigole évidemment. Ça peut être... il fait ce frottement parce que il veut transmettre de la tendresse, ça peut être... parce qu'il veut se gratter comme ça peut être... il est agité, il est angoissé, il est... Alors, qu'on en sait rien. On n'en sait rien. On n'arrive plus à communiquer avec ces personnes, elles ne parlent pas, elles n'expriment pas d'émotions qui soient lisibles. Et si on reste strictement de marbre, on va être amené à dire... Il y a des causes, il exprime quelque chose, il est toujours sujet de son action, il fait ça parce que, il fait ça parce que, il fait ça parce que. Je suis capable de l'expliquer. D'où des comportements infantilisants. Parce que si on infantilise la personne, alors elle redevient compréhensible dans des rapports de cause à effet. Si je lui mets un petit phoque qui bouge sur les genoux, alors je vais pouvoir me dire... Ah, il se calme parce qu'il est content de pouvoir caresser un petit phoque comme un enfant serait content de caresser un petit phoque. Seulement l'enfant, si vous lui retirez, il va crier, il va pleurer, c'est son doudou, etc. Et donc vous pouvez effectivement penser qu'il y a un rapport d'affection à l'objet. Là, rien ne le prouve. Et alors il y a des tas d'autres domaines de la maladie d'Alzheimer comme ça où on projette des explications, des théories, parce que nous n'avons pas du tout de place pour tâtonner, pour dire « Ah ben on sait pas, il fait ça ». Pour dire « Ben voilà, je tâtonne, j'ai moi-même émis des hypothèses, mais il y en a d'autres, et puis de toute façon je vois bien ce que je fais avec mes hypothèses ». Ou alors, ben c'est la règle, c'est la tradition, quand un aïeul est comme ça, il est comme ça, puis c'est tout, puis on comprend plus. Ou alors, il est habité par le Dieu, on ne peut plus le comprendre. Vous voyez, autant de points d'accès différents à l'interprétation d'un fait, le nôtre va être quasiment systématiquement une recherche du rapport de causalité. Bien. Alors, si on fait un résumé, on peut postuler qu'au minimum, un individu lambda, dans la société française actuelle, avant même de commencer à penser par lui-même, il va être investi de catégories sociales de l'entendement. Une définition du genre, un peu particulière comme on l'a vu. Une définition du temps. Une définition de l'espace. Une définition de la race et plus précisément du même et du différent à l'intérieur du groupe humain. Une certaine manière de penser les rapports entre les événements, par exemple les rapports de causalité. Alors si vous mettez l'espace, le temps, les rapports entre les événements, les humains, on a parlé des mots, de la langue, etc., vous vous rendez compte que c'est toute l'expérience de pensée du monde qui est codifiée socialement. Ce que nous dit Émile Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est que les catégories élémentaires de l'entendement humain ont été pour la plupart, dans un premier temps, conçues dans un cadre religieux, mais pourquoi pas? Parce que la religion a ce talent particulier d'amener des catégories élémentaires de la pensée humaine. Parce que l'effort premier pour penser le monde, c'est en quelque sorte un acte qui est déjà religieux, et c'est à ça qu'on va venir. Deuxième partie du cours, première partie sur les catégories sociales de l'entendement humain, donc rappelez-vous bien ça, c'est collectivement qu'on élabore les catégories sociales de l'entendement. Deuxième partie du cours maintenant, la genèse de la religion.
Alors, on part donc en Australie. On part donc en Australie et Durkheim va se servir de témoignages apportés par des anthropologues et des ethnologues, essentiellement anglo-saxons, et qui ont étudié des tribus aborigènes en Australie. Dans un des textes qui est rapporté dans le manuel, vous trouverez, et c'est de ça dont je veux vous parler, c'est bien comme ça je ne vous parle que de choses que vous avez dans le manuel si vous en avez besoin, on va trouver une naissance en quelque sorte de la religion. Alors, hop, le manuel. On va se retrouver par exemple, il y a plusieurs tribus qui sont citées, mais on va imaginer qu'on est chez les Warramunga, qui rendent un culte au serpent Volunga. Je noterai tout ça évidemment au fur et à mesure. Alors, je vais vous faire le récit d'un coup et sans notes parce que c'est plus rigolo comme ça. La vie sociale dans ces tribus-là, dans les tribus aborigènes totémiques, australiennes, connaissent plusieurs temps. On est parfois éparpillé sur un territoire, et on vit de façon nomade, mais de manière rituelle, une ou plusieurs fois dans l'année, on crée des rassemblements. C'est à l'occasion de ces rassemblements que sont organisés les rituels religieux, dont il va être question bientôt. Donc on est dans ce cadre de rassemblement de tribus qui vouent des cultes à des totems, à l'occasion de grands rassemblements. Alors, ces totems, ils ne sont pas particulièrement grandiloquents. Je vous cite Durkheim. Les choses qui servaient de totem, nous avons montré qu'elles sont souvent insignifiantes, le lézard, la chenille, le rat, la fourmi, la grenouille, la dinde, le prunier, le cacatoès, etc. On pourrait parler aussi de la pluie, du soleil, etc. Donc c'est tout simplement ce qu'on a sous les yeux. La chenille n'est pas dotée de pouvoirs magiques, et toutes les chenilles ne sont pas le totem. C'est le totem en tant qu'il est l'expression d'un groupe social, c'est-à-dire le clan du totem, le clan du lézard, le clan de la fourmi, le clan de la grenouille, le clan de la dinde, le clan de la brème, le clan du prunier, le clan du... Ce sont ces clans-là qui donnent au totem sa puissance totémique, en quelque sorte, alors que voilà, la fourmi c'est une fourmi, c'est pas le dieu fourmi. Bien. Il peut y avoir un certain nombre de règles qui se déploient et qui impliquent par exemple que si vous appartenez au clan du cacatoès, si vous mangez du cacatoès alors que la date n'est pas la bonne, vous alliez mourir d'avoir enfreint l'interdit. Néanmoins, il faut bien voir que ce n'est pas l'animal qui est divinisé, c'est le totem qui est divinisé. Et le totem, qu'est-ce que c'est ? C'est le symbole du clan qui rend un culte à lui-même à travers le totem, puisque le totem ne représente rien d'autre que, pour l'essentiel, le clan qui lui appartient et qu'il représente. Le totem, c'est le symbole du clan. Même si ce symbole, bien entendu, fait référence à un élément de la nature, ce totem est un symbole, c'est-à-dire un signe de reconnaissance réciproque pour le clan, et il est l'incarnation, presque magique, mais non, religieuse. On travaillera sur cette distinction plus tard entre magique et religieux, du clan. Bon. Alors je reprends. De temps à autre, de manière cyclique, les tribus se rassemblent. Lors de ces rassemblements, tous les symboles, toutes les règles, toutes les normes sont mises en scène. Si j'ai des peintures rituelles et des symboles à montrer sur mon corps, alors je les mettrai.
Si j'ai des écussons, je sais pas moi, des blasons peints, des signes du clan de la fourmi ou du cacatoès, ils seront sortis. Si des chants ou des danses manifestent d'autres règles, normes, habitudes, etc., ils seront montrés. Si des manières de faire, de penser, de sentir, des manières de se conduire qui appartiennent bien au clan existent, elles seront magnifiées lors de cette rencontre. Ces rencontres, d'après Durkheim, citant les ethnologues et les anthropologues déjà présents en Australie, provoquent déjà par elles-mêmes un grand niveau d'excitation. Je vous lis le texte. Or, le seul fait de l'agglomération agit comme un agitant exceptionnel. Or, le seul fait de l'agglomération agit comme un excitant exceptionnellement puissant. Une fois les individus assemblés, il se dégage de leur rapprochement une sorte d'électricité qui les transporte vite à un degré extraordinaire d'exaltation. Chaque sentiment exprimé vient retentir sans résistance dans toutes ces consciences largement ouvertes aux impressions extérieures, etc., etc. Pour Durkheim, il n'y a là rien de mystérieux. Ce qui est prodigieusement excitant, ce qui est prodigieusement exaltant, ce qui ouvre l'esprit, c'est que brutalement, alors que les petits groupes nomades vivent habituellement séparés, toute la communauté se retrouve brutalement confrontée à l'œuvre de toute la communauté. En d'autres termes, alors qu'on vivait en petits groupes, en petite équipe, on se retrouve d'un seul coup à recréer ensemble sur une seule et même scène tout le social. Et c'est toute la puissance du social qui s'exprime, tous les liens d'appartenance s'expriment, tout ce qui est émouvant, tout ce qui est puissant, fort, sacré, tout est montré en même temps. Bien. Tout ce que la société construit discrètement et que la plupart du temps on maintient dans une part d'oubli ou d'inconscient et qui fait ce que nous appartenons, qui fait que nous appartenons à cette société-là, est ici montré. C'est donc toute la part collective de l'âme qui se trouve excitée. Alors par ailleurs, les règles sont mises en scène et elles sont parfois exceptionnellement enfreintes. L'exemple le plus clair cité par Durkheim, c'est par exemple les règles d'interdit sexuel, et notamment d'interdit de rapport sexuel entre les différents clans, sont à dessein enfreintes. Je vous lis le passage. Seuls des gens de la fratrie Uluru ont qualité pour célébrer le rite, mais ce sont des membres de la fratrie Kingili, etc. Voyons voir où est-ce que c'est ça. Zut. Voilà. Un peu plus tard dans la soirée, les Uluru amenèrent leurs femmes et les livrèrent aux Kingili qui eurent commerce avec elles, etc., etc. Donc alors que c'était ce qu'il y avait de plus interdit, c'est ce qu'on va faire. Bon. Donc, ce sont des journées, des nuits successives où on danse rituellement, on chante rituellement, là encore, ensemble de normes, de règles, de symboles, où on montre les symboles, où on s'habille, où on se meut d'une certaine manière, où on dit des phrases rituelles, donc tout ce qui est social, tout ce qui est règle, tout ce qui est norme est sorti, et on va jusqu'à coucher ensemble exactement à l'encontre du rite, ce qui à la fois les magnifie, à la fois les explose. Il y a un autre point que j'ai toujours trouvé absolument fascinant chez les aborigènes. On manifeste la présence du divin avec ce qui s'appelle des bull roarers. Alors qu'est-ce que c'est? Des bull roarers, c'est des genres d'instruments de musique qui sont faits d'une corde et d'une pierre. Alors on fait tourner ou d'un bout de bois taillé de telle sorte que lorsque on l'agite extrêmement rapidement dans les airs, ça produit un sifflement. Alors les bull roarers, dans le fond, sont considérés par les femmes ou comme les personnes de sexe masculin non initiées comme le signe de la présence divine. On entend d'un seul coup des espèces de bruits, de sifflements extrêmement étranges, et c'est la présence de la divinité.
En fait, ce sont des jeunes, des garçons ou des hommes qui derrière sont en train d'agiter les trucs pour faire du bruit. Alors, je trouve ça très marrant parce que d'abord, il faut bien évidemment comprendre que il y a une partie de la tribu qui pense pas du tout que les dieux sont là puisque c'est lui qui est en train de faire tourner les trucs. Mais faut-il vraiment prendre suffisamment les gens pour des cons pour ne pas penser que les femmes et les jeunes gens ne s'étaient pas aperçus que les initiés s'en vont quand les dieux apparaissent et font tourner leurs trucs. Si. Enfin, bon, j'ai envie de faire l'hypothèse que si. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment on crée la présence du divin et on la manifeste par un ensemble rituel, normé, organisé, d'actions qui intensifie prodigieusement la vie sociale en exprimant en une seule fois, en un seul lieu, la totalité des règles. C'est des choses, par exemple, qu'on peut ressentir de manière extrêmement émouvante quand vous marchez dans une procession, dans une manifestation, quand vous êtes dans un stade et que vous êtes avec un groupe de gens auquel vous appartenez d'une manière quasi inexistante le reste du temps, mais qui là, d'un seul coup, vous ramène à tout ce qui vous est cher, et vous êtes bouleversé par cela. Et vous avez, c'est ce que Durkheim décrit, je crois très bien, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand que la somme des individus dans ce groupe. Que les gens sont liés par quelque chose de plus grand que la somme des individus. Cette chose de plus grand que la somme des individus, ce qui porte l'émotion collective, ce qui subjugue en quelque sorte chacun des individus, dans cette gigantesque communion, c'est ce surplus du groupe. Ce surplus du groupe, en fait, Durkheim l'interprète d'une manière très simple, il dit, ben voilà, en fait, ce surplus du groupe, ce qui donne cette impression que il y a quelque chose de plus grand que la somme des individus, c'est précisément ce que j'appelle le social. C'est-à-dire la somme des manières de penser, de sentir et d'agir externes à l'individu et qui s'imposent à lui, c'est-à-dire cette espèce d'âme collective, c'est un terme qu'utilise régulièrement Durkheim, qui est entre nous, qui travaille en nous, mais aussi en ce que nous appartenons au collectif, c'est-à-dire qui nous travaille, mais que nous travaillons en même temps dans nos interactions avec les autres. C'est ça qui est mis en scène dans ces grandes fêtes totémiques, et c'est ça que nous apercevons lorsque nous sommes dans ces grands rassemblements, dans ces grands mouvements de foule. Bon. C'est parce que on ressent très intimement l'importance de cette appartenance au groupe qu'on est capable, par exemple, confère les règles de la méthode sociologique, d'agir en foule d'une manière qu'on n'aurait jamais acceptée individuellement. On se soumet, on s'intègre, on fusionne avec la foule parce qu'il y a là une communion très jouissive et très exaltante. Cependant, elle est très banale, je crois, et je crois qu'on l'interprète mal quand on va chercher du côté d'une émotion. Il faudrait plutôt comprendre la cause de l'émotion. Pourquoi est-ce que nous sommes si émus de nous abandonner à la foule, de nous abandonner au groupe ? Peut-être parce qu'il y a une divinité qui envoie des bonnes ondes. Peut-être parce que c'est très très bon. Mais peut-être aussi et surtout parce que nous avons la sensation, l'intuition profonde de ce que le groupe fait partie de notre architecture la plus intime et que si le groupe cesse de faire sens, alors pour une bonne partie, nous cessons de faire sens. Pour le dire autrement, j'appartiens à un groupe qui m'a transmis les catégories élémentaires de mon entendement. C'est lui qui m'a fourni de manière discrète ce que je conçois comme le plus sûr, comme le seul vecteur à travers lequel je pense, la fondation discrète et néanmoins indispensable à toutes mes pensées. Par conséquent, pouvoir fusionner avec lui, ça n'est pas un mouvement spirituel et très élevé, c'est au contraire quelque chose de profondément enraciné. C'est
ce qui est à l'origine de la façon dont je me conçois, dont je me projette, dont je pense le monde, l'arbre, la terre. Est-ce que je considère que mon âme appartient à plusieurs? Est-ce que je considère que mon ombre est une âme? Confère les croyances des Samo dont je parlais tout à l'heure au Burkina Faso. Est-ce que je considère, je sais pas moi, que l'arbre, c'est un totem et c'est tout mon groupe, ou que le fruit de la vigne c'est un don de Dieu, ou que la pluie est un don de Dieu, etc., ou de tel ou tel Dieu. Bon, voilà. Donc, c'est ici que j'essaye de vous montrer. Ah oui, c'est comment se fait-il que je désire plutôt les personnes comme ci plutôt que les personnes comme ça? C'est quelque chose qui me paraît extrêmement intime, or ça a été construit socialement. Et donc le moment où je peux fusionner, c'est le moment où je peux surtout ne jamais remettre en question ce qui fait ma fondation. Et par ailleurs, c'est le moment où je ressens avec le plus de puissance la façon dont mon prochain m'est identique, la façon dont nous sommes mêmes. Et à travers cette identité, ce que je suis, et à travers ça, la réponse à la question vraiment dramatique, abyssale, à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais sur ce monde? Quel est mon rôle dans ce monde? Tout ça, d'un seul coup, se trouve pris en charge par la mise en scène du commun, la mise en scène des liens symboliques. À travers ça, ce que je voulais vous montrer, on va maintenant faire le chemin inversé, c'est quand des humains se rencontrent et qui parlent, il y a du symbolique, il y a des objets de reconnaissance réciproque, notamment les mots. Ah tiens, on utilise le même mot pour se comprendre, bon, on crée un symbole et on s'appartient un peu, puis on fait plusieurs symboles, des manières de faire, des manières d'agir, etc. On s'appartient un peu plus et on forme un groupe. Lorsqu'on forme un groupe et que d'un coup on voit toute l'œuvre symbolique qui nous lie, qui nous a appris à penser, appris à sentir, appris à agir, on est bouleversé d'émotions et on organise un culte à cette émotion. Dès lors, il faut considérer la religion comme un fait social et comme le fait social qui exprime le travail du social sur lui-même, le travail des individus sur eux-mêmes et un moment festif, joyeux, puissant de communion autour du travail du social. Vous aurez compris que Durkheim ne se soucie absolument pas de la question de savoir si Dieu existe. Ça l'intéresse pas. Parce que lui, il est sociologue, et en fait, son objet, ce sont les faits sociaux. Donc, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout des questions théologiques. Simplement, il regarde les religions, d'abord et avant tout, comme des pratiques sociales. Bien. Alors, un dernier point, et puis on coupe et on passera au bonus pastoral, dans lequel il y aura la joie sociologique de la semaine. Évidemment, quand on a atteint ce point, on ne peut, de la réflexion, on ne peut plus dire ceci n'est pas le christianisme, ceci n'est pas le vrai bouddhisme, ceci n'est pas la vraie orthodoxie et ceci n'est pas le vrai islam. Les religions n'ont pas d'essence. Les religions sont des pratiques sociales. Ce sont des interprétations du monde. La question de savoir si elles sont vraies, si Dieu n'existe pas, on s'en fout totalement, qu'elles soient révélées ou pas. C'est pas ça notre question. En fait, on distingue totalement la pratique sociale telle qu'on peut l'observer et la voir, et la divinité telle qu'on ne peut pas l'observer et pas la voir. Bon. Vous remarquerez que dans le totémisme, malgré le caractère extrêmement simple du système de croyance, et encore c'est Durkheim qui l'analyse comme simple, je ne sais pas du tout si on peut en dire autant, et si une analyse approfondie n'aurait pas démontré une énorme complexité de ce système de croyance là, mais peu importe. On observe déjà une distinction claire entre le sacré et le profane. On entend par sacré ce qui est accessible seulement à certains, qui transcendent les rapports humains quotidiens, etc.,
et qui transcende et surpasse les rapports humains normaux et qui n'est accessible seulement qu'à certains dans certaines mesures. Donc par exemple à des prêtres, à des imams, à un prophète, à ce que vous voulez, dans certaines conditions, à un messie, ou au fils de Dieu, non pas au fils de Dieu, lui il est déjà dans le sacré. Donc c'est un registre qui est à l'extérieur et au contraire, le profane c'est la vie quotidienne. Or là, il y a d'un côté les initiés qui forment le corps des hommes une fois qu'ils ont été initiés, et les jeunes et les femmes qui sont complètement exclus de ce système. C'est-à-dire que théoriquement, elles ne savent pas. Il est néanmoins à noter que dans le cadre de la célébration religieuse, dans le cadre de ce rite totémique, mais de la même manière d'ailleurs que dans le cadre général de la plupart des cérémonies religieuses qui ont été portées à ma connaissance, la totalité de la communauté peut communier, quel que soit son rapport au sacré. On pourrait interpréter cela comme une trace du fait que, quand il s'agit de célébrer, quand il s'agit d'organiser le culte, alors on se rappelle comme intuitivement que ce à quoi on rend un culte, c'est avant tout à la société. Voilà. Alors, donc nous voici en direct de l'Aube, le département, au petit matin. Je suis en route vers un de mes terrains de recherche que je dois réaliser dans les environs de Romilly-sur-Seine. Et deux joies sociologiques de la semaine. La première, c'est le grand titre du Parisien qu'on retrouve dans toutes ses publicités en ce moment et qui dit la chose suivante, qui dit « Tout vous concerne ». Tout vous concerne. Pourquoi ça m'a frappé? D'abord parce qu'il y a un réflexe immédiat, personnel, consistant à dire « mais non, tout ne me concerne pas ». Et ensuite à cause de la vision du monde que ça implique et de l'être humain qui est comprise là-dedans. Tout vous concerne, ça veut dire tout et n'importe quoi peut être pour vous un problème, peut être pour vous une opportunité. Vous n'êtes pas inscrit dans une communauté et en relation privilégiée avec un lieu, vous êtes de partout, de tout le monde. Tout produit, tout problème, tout peut venir vous concerner. Vous pouvez consommer n'importe quelle information. Je trouve qu'il y a là quelque chose comme une dilution aussi bien de la citoyenneté que de l'appartenance, que du fait d'être là, d'être quelque part. Donc voilà. Je vous propose d'adopter avec moi le réflexe suivant. Quand vous voyez la publicité du Parisien qui vous dit « Tout vous concerne », vous répondez avec le plus grand calme du monde, aussi calme que cette immense campagne auboise. « Non. Tout vous concerne ? Non. Tout ne me concerne pas. » Et à partir de là, il est intéressant d'avoir en quelque sorte des affinités électives avec ce qui nous concerne réellement, ce qui nous touche, ce qui nous appartient en un sens. Voilà. Première joie sociologique de la semaine. Maintenant, contemplons l'aube. C'est terrible, hein, les routes départementales au petit matin, c'est bondé. Bon alors, deuxième joie sociologique de la semaine. J'essaye depuis quelques semaines maintenant de réfléchir à la notion de virtuel. Notamment parce que je voulais travailler dessus avec vous et en faire un thème récurrent dans les cours. Alors, la première difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il ne faut pas opposer le virtuel au réel, il faut opposer le virtuel à l'actuel, à ce qui est en acte. Et la lecture de la fiche Wikipédia sur le mot virtuel vous apprendra d'abord ça, puis ensuite le fait que y a en gros deux manières de concevoir le virtuel. À partir de là, quand on l'oppose à l'actuel et non pas au réel, on va considérer le virtuel soit comme la somme des possibles, tout ce qui peut advenir et qui est en quelque sorte déjà contenu dans les possibilités, donc le possible, soit quelque chose de plus fort, c'est-à-dire impossible bien déterminé et qui va se déployer dans un certain contexte avec certaines réactions à un environnement et avec certains aléas.
c'est peut-être ce qui s'exprime à travers la métaphore de la graine qui va devenir un arbre, mais cet arbre-là, celui que vous avez sous les yeux, c'est celui qui s'est construit dans telle circonstance, dans telle condition, avec tel rapport avec son environnement, etc. etc. Et donc, voilà, la question c'est comment est-ce qu'on considère le virtuel, non pas comme quelque chose qui s'oppose au réel, comment est-ce qu'on évite de le confondre avec le numérique, comment est-ce qu'on évite de le confondre avec les univers des jeux vidéo, par exemple. Et il me semble que il y a des petits jeunes qui ont trouvé une solution. Alors, les petits jeunes dont je parle, ce sont ceux qui fréquentent des pages Facebook dans lesquelles on échange, on se rencontre, etc. On tombe amoureux. Et alors, ils ont une expression qui est de passer du virtuel au réel. Ou passer au réel. Ce en quoi... et un slogan du genre « le virtuel est la meilleure chose qui nous est arrivée ». Donc il commence par une erreur en disant voilà, on passe du virtuel au réel, notamment lorsqu'on concrétise une histoire d'amitié ou une histoire d'amour en se rencontrant. Or, très précisément, ce qu'ils font, c'est passer à l'actuel, c'est-à-dire passer à l'acte, si vous me permettez. Donc, vraiment très précisément, on a une relation qui est réelle auparavant, on a des échanges, on a une rencontre, et puis on a un passage à l'acte. Et en fait, la dénumérisation consiste ici très précisément en une actualisation. On passe à l'acte. On passe de l'immatérialité à la matérialité, ou d'une matérialité très ténue, contenue dans des ordinateurs, des câbles, des bits informatiques, etc. Excusez-moi, à une actualisation à travers des actes qui impliquent les personnes réellement, matériellement, physiquement, corporellement, dans leurs relations. Ils se touchent, n'est-ce pas? Ou ils sont présents l'un à l'autre, dans l'espace. Voilà. Alors vous voyez comment est-ce que d'une conception populaire disant on passe du virtuel au réel, en fait on découvre qu'ils ont effectivement le bon usage du terme virtuel parce qu'ils séparent un usage séparé par un certain art technique de la virtualisation des relations. Donc on passe de cette situation à une situation d'actualisation. Et ça nous permet, je pense, de bien comprendre ce que c'est qu'un acte et ce que c'est que le virtuel, ce qui engage et ce qui n'engage pas. Bien qu'évidemment on puisse faire des actes sur Internet par ailleurs, par exemple des actes bancaires, etc. Voilà, bon ben c'était les petites joies sociologiques de la semaine. Je reprends mon vélo et je vais, n'est-ce pas, à Marigny-le-Châtel. Salut tes joies!